Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier TZID. Alors oui, je sais, je l'avais annoncé comme un format facecam, mais malheureusement ce ne sera pas possible. J'ai essayé plein de solutions, mais j'arrive pas à trouver un bon compromis d'enregistrement vidéo et audio qui marche. Donc je vais continuer à y réfléchir. En tout cas, ce TZID sera donc comme les autres vidéos illustrées, etc. Mais je vais essayer pour les autres de trouver une solution. Voilà, surtout que c'est un format, donc, comme je vous l'ai déjà dit, qui n'est pas écrit, qui est pas voilà, qui est vraiment spontané, où le but c'est vraiment d'être chill et de parler d'une série. Euh, donc voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, et c'est vrai que ça va moins qu'un format illustré quand même. Surtout que moi l'idée c'est vraiment d'avoir pas beaucoup de montage à faire sur ce format-là, c'est-à-dire vraiment j'écoute une série, je la réécoute une fois qu'elle est terminée, puis après ça, à chaud, je donne mon avis, je donne mes théories, c'est vraiment le but de ce format-là. Donc c'est vrai que le format que audio s'y prête moins bien, euh, donc, euh, donc voilà, donc le montage sera un peu léger pour cette vidéo du coup, parce que je veux quand même garder un peu cette essence-là, donc à écouter en vous posant tranquillement. Je disais donc à écouter en vous posant tranquillement, sans pression, si vous faites un truc à côté, etc. Et la vidéo n'est pas nécessaire pour le coup. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier TZID. On va parler de Talion l'exilé, qui est donc la toute première série Tellington originale, on va dire Tellington Production, je sais pas trop comment dire ça, mais la toute première série qui est exclusive à Tellington et qui est sortie dans la foulée du lancement de Tellington. Pour la petite anecdote, quand elle est sortie, j'étais là au niveau de la bêta quand il y a eu la toute première version, etc. Et sur Tellington à cette époque-là, quand on allait dans la barre de recherche, il y avait 3 recherches prédéfinies qui étaient en fait 3 trucs que le studio avait ajoutés sur l'application, qui étaient censés montrer des exemples de recherche qu'on pouvait faire dans la barre de recherche. Et en allant sur les 3, il y avait, je crois, le calendrier, Hugo, et je sais plus ce qu'il y avait. Ben, je sais pas si c'était Talion justement ou pas. Mais en tout cas, si tu tapais Talion, tu tombais sur un truc qui s'appelait Talion l'exilé, avec 3 épisodes bloqués, on pouvait pas y accéder. Une couverture provisoire, un peu une grille bouillée dessinée comme ça. On voyait Talion de dos, je crois, avec un peu des taches de sang, quelque chose comme ça. Et donc j'avais repéré ça, j'en avais parlé du coup sur le Discord, et c'était le petit easter egg, donc voilà, petite fierté personnelle, rien de bien important, mais je trouve ça sympa à évoquer. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour Talion l'exilé. Euh, que dire de plus? Non, c'est tout. On va parler différents aspects de la série. Je vais vous donner mon avis sur ces aspects-là. On va théoriser un petit peu. Et puis voilà, bah c'est parti. Donc on commence. Alors d'abord, le premier point que j'aimerais évoquer, c'est sur la production de la série et la qualité audio de la série. Donc au niveau, alors quand elle sortait sur la bêta, c'était un peu disparate. Les sorties, des fois on avait 2 épisodes d'un coup, des fois rien pendant 2 semaines, etc. Donc c'est assez disparate. Donc sur la production en elle-même, concernant vraiment le côté communication, etc., c'est effectivement pas la même chose qu'aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Par contre, sur la production, dans la qualité d'écriture et de montage audio, d'enregistrement, etc., c'était très bon. Je trouve cette saison 1 de Talion l'exilé très bonne dans la production. Et je tiens à le souligner parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose qui, je trouve, s'est perdu avec les nouvelles séries, qui revient un peu avec la créature des champs, même s'il y a quelques petites choses, voilà. Et je trouve qu'il y a eu une sorte de creux où le studio nous proposait des séries un peu moins travaillées sur la forme et qui étaient avec certains raccourcis sur le fond. Et ça, c'est vrai que ça me gênait un peu. Et moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose pour faire des séries en fait, pour continuer à sortir quelque chose, une certaine forme de rentabilité et plus vraiment dans la création. Ça m'a gêné. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui a un peu divisé la communauté à la sortie de la 5e porte. Moi, je fais d'ailleurs toujours partie de ce bord-là qui a l'impression que la 5e porte est moins travaillée, qu'il y a plus d'incohérences
et que c'est fait plus parce que fallait faire un calendrier que parce qu'il y avait une histoire à raconter. C'est évidemment gros comme façon de le dire, parce qu'évidemment il y a une histoire à raconter avec la cinquième porte, tout comme dans Danzolocité, Andron Negadia, tout ça, mais on a l'impression que c'est pas forcément ce qui est mis au premier plan lors de la création. Voilà, mais évidemment ça ne part jamais, c'est clair. Enfin, les séries ne sont pas désastreuses non plus, et moi j'y prends plaisir à les écouter, hein, voilà. Donc voilà, donc je voulais le notifier, il y a une très bonne ambiance, les sons, les musiques, le doublage, l'intro, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette partie-là, et c'est très très agréable, voilà. Ensuite, on a évidemment Talion. C'est la base même, en fait, tout gravite autour de lui dans cette série-là. Et un peu aussi Cornelius et Camélia, ça fait une sorte d'un peu de grosses... Enfin, une petite boule et une grosse boule, on va dire, sur qu'est-ce que serait un peu... sur quoi serait centrée la série. Mais principalement sur Talion, quand même, c'est le but de la série. Et je trouve ça réussi. C'est-à-dire qu'on découvre Talion plus que ce qu'on l'a vu finalement dans le Mystère Marmottin et dans la cinquième porte. Parce que dans le Mystère Marmottin, il est vraiment intriguant, il aide un peu, il finit par devenir allié, etc. etc. On voit qu'il a un comportement un peu impulsif et tout. Dans la cinquième porte, on le revoit, mais c'est vraiment plus pour servir de... parce qu'il est avec Andrew et parce que voilà, ils ont des choses à faire. Là, on le voit vraiment lui tout seul, qui il est et ce qu'il est. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, Talion, franchement, en écoutant que le Mystère Marmottin ou la cinquième porte, c'est pas un personnage qui rentrerait dans mes personnages favoris, quoi, au même stade que Tassier, Bloom, Bennett, etc. Là, si, en écoutant Talion l'exilé, parce qu'on découvre Talion vraiment un peu rude, sec, avec un humour noir, un peu moqueur, et ça c'est incroyable, et ça vraiment je me suis tapé des grosses barres en écoutant la série, parce que Talion il est vraiment hilarant dans cette série là, enfin je trouve ça vraiment très drôle, et j'aime beaucoup son personnage, et je trouve qu'il est vraiment bien exploité dans cette série là, et que vraiment dans Talion l'exilé on a l'essence de Talion, quoi, vraiment à quoi il ressemble, qui il est, et vraiment j'adore ce personnage, et, à chaque épisode, ça donne vraiment envie de savoir la suite parce que tu as envie de savoir ce que va faire Talion. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Ensuite, on a Julius Stanford. Je crois que c'est ça. Non, pas Julius. Je sais plus, c'est Stanford en tout cas son nom. Donc, qui est Eureka. Donc, pour moi, c'est le deuxième. C'est un petit outsider dans la série. Il a pas une place. Il a une place importante parce qu'il est quand même là dans, je crois, quasi tous les épisodes, il me semble. Et je crois qu'il apparaît dans le 2 et il part au 9. Donc oui, il apparaît quand même dans les épisodes, il est important, mais ça reste un personnage de fond, on va dire. Mais j'ai bien aimé ce côté de voir que même si Talion, c'est quelqu'un qui vraiment connaît ses capacités, n'a pas peur des autres, et est extrêmement... il est dans la prévision de ce que va faire l'autre, il sait, il n'est pas surpris, etc. Donc on pourrait croire du coup qu'il est un peu dénué de sentiments, surtout que on l'apprend plus avec Andron Negadiam, on l'apprend aussi dans Talion l'exilé, il se serait fait banni parce qu'il aurait tué en masse des gens. Encore une fois, ça c'est vraiment un truc qui reste flou, mais si on prend le fait comme il nous l'est indiqué, lui quand on lui invoque, visiblement ça lui fait ni chaud ni froid. Okay, il souhaite pas le commenter. Donc c'est pas quelque chose qui... On le touche beaucoup, donc on pourrait croire qu'il est vraiment dénué de... Il est antipathique ou quoi que ce soit, et en fait pas du tout. Non, c'est pas antipathique, je crois que c'est apathique le mot, il me semble. Je sais plus. Bref, pas du tout en fait. Il peut quand même ressentir des choses parce qu'il a eu un petit pincement au cœur à la mort de Reka. Alors, pas énormément, parce que je pense qu'il y a eu plein de gens dans sa vie qui sont passés comme ça, avec qui il avait pu bien s'entendre, et puis qui partent, qui meurent ou quoi que ce soit. Mais ça lui a quand même fait un petit pincement, et voilà, il était pas spécialement triste, effondré ou quoi que ce soit, mais il était quand même un peu contrarié de sa mort, et puis contrarié aussi que Camélia et Cornelius ne fassent rien, voilà. Voilà, donc Eureka, j'ai bien aimé, il sert à montrer cette part-là de Talion, puis lui-même est intéressant de voir qu'en fait, donc, je pense pas qu'on aura sans plus de background sur lui un jour, mais c'est quelqu'un qui est dans le complotisme facile, il est un peu à côté de la vérité, et malgré lui, il va se retrouver dans un truc qui va complètement le dépasser et qui va malheureusement le conduire à sa mort. Voilà. Sa mort qui d'ailleurs sert à renforcer la haine pour Orion, Talbot et Contumace, parce que je suis pas sûr que si ça avait été Alias ou Phileas, ça aurait été la même chose. Alors je dis pas, peut-être
qu'il aurait tué ou quoi que ce soit, mais je sais pas s'il l'aurait fait différemment, s'ils auraient été plus honnêtes, peut-être qu'il aurait juste laissé enfermer, enfin il y avait des choses à faire, et le fait que là ils avaient trouvé une solution pour qu'il ne dise rien et qu'il sorte et qu'il choisisse quand même de le tuer, ça montre un côté de contumace, je pense qu'il déjà ne voulait pas que les gens sachent qu'il avait un propriétaire de porte avec lui, et puis qui est vraiment quelqu'un qui fait tout pour servir ses moyens, voilà. Donc justement, en parlant de contumace, qu'on revoit dans cette série, contumace qui, j'avais déjà beaucoup apprécié son personnage dans Mystère Marmottin, alors je le déteste, hein, vraiment, il m'horripile au plus haut point, mais j'aime quand même qui il est, je sais pas comment dire, c'est assez attrayant, et, dans la série, j'ai beaucoup aimé le personnage qu'il représente, c'est un peu ce jeu-là en fait, il a vraiment zéro pouvoir et zéro influence sur Talion. C'est Talion qui va décider de à quel moment il lâche un peu, à quel moment il fait des efforts, etc. pour remplir la mission que lui ont confié Cornelia et Camillus. Ouais, non, Cornelius et Camélia. Voilà. Et ouais, donc pour revenir à Contumace, j'aime vraiment beaucoup. Il y a ce côté vraiment de prêt à tout pour atteindre ses objectifs. On voit déjà un peu sa fascination pour les portes. Et donc on sait maintenant que ça a commencé le jour où il avait croisé Talion à Osaka avec Alias. Et donc on a un petit peu ce background là. Et on voit qu'il est vraiment prêt à tout. Et qu'il est prêt à faire alliance avec les pires. Alors c'est ce qu'on avait vu avec Sattler et Boglov. Mais on sait déjà qu'il hébergeait Sattler à ce moment-là dans la grange là ou la ferme, j'ai oublié le nom de la base militaire souterraine. Donc voilà, il est vraiment prêt à tout pour servir cet objectif qui est d'avoir sa porte. Et du coup c'est intéressant parce qu'au final, après le mystère Marmottin, on pourrait se dire que Contumace est totalement anéanti, il n'a pas de porte et c'est le but qu'il avait qui est mis à mal. Et finalement non, parce qu'il revient dans la 5e porte et il est avec, alors je sais plus je crois que c'est Talbot ou Orion. Je crois qu'il n'y a que Talbot, je sais plus, il faudrait que je regarde la 5e porte. Mais voilà, et là il va chercher à nouer des alliances, je me souviens avec Farwell qui n'en parle pas, Rockwell d'ailleurs, etc. Bref, donc tout ça pour dire qu'il revient à ce moment-là, et donc ce sera intéressant de voir éventuellement, je sais pas comment va se poursuivre le SSU, je pense que donc la deuxième, parce que la première saison de Talion s'arrête à un moment, mais on n'est pas du tout encore jusqu'au mystère Marmottin, donc il y aura plusieurs autres saisons pour connaître un peu plus ce passé-là. Et on verra s'il y aura peut-être quelque chose après, notamment dans les dossiers de la DPA, on aura peut-être plus d'infos sur Contumace, et notamment ce qu'il a fait après le mystère Marmottin, et ce qui l'a conduit à se retrouver aux événements de la 5e porte, et lui lancer une nouvelle dynamique. Voilà. Bon, c'était un peu de théorisation, de projection, etc. Mais voilà, Contumace, globalement, j'ai bien aimé, bien écrit, j'adore. Voilà. Ensuite, j'aimerais parler rapidement de Sattler. Alors, Contumace l'évoque justement, et c'est ça qui m'a fait penser à lui et le fait que je vais en parler. Sattler, donc c'est quand même quelqu'un qu'on découvre assez tôt dans le SSU parce qu'on le découvre des pics au vent, et c'est quelqu'un qui revient. Et ce qui est important à savoir, c'est que le SSU a beaucoup évolué. Il y a eu certains retcons, on va dire, et puis surtout il y a eu beaucoup de changements dans les plans, etc. Et un personnage introduit à pic au vent a aujourd'hui pas beaucoup de chance de se retrouver dans les récits d'aujourd'hui. Je pense par exemple à Fonk, ouais c'est Fonk, c'est génial qu'ils soient encore là, mais c'est parce que je pense qu'il y a eu un gros attachement vers lui, parce que sinon, peut-être qu'il aurait été un peu effacé dans les prochains, qu'il aurait été un peu personnage de fond, et là il a quand même été en Negadia, il va avoir une série dédiée Mystère et Chocolat Chaud, voilà. Et donc c'est quand même un rescapé, on va dire, Sattler de tout ce temps-là, et il apparaît quand même pic au vent, Mystère Marmottin, 5e porte. Alors est-ce qu'on lui parle? Oui, on lui parle à la 5e porte parce qu'on va le voir à l'Équateur, donc je crois qu'on le voit, oui, effectivement. Il apparaît quand même dans 3 des 4 calendriers, c'est quand même un personnage important, et on connaît un peu son histoire, etc. On connaît un peu son tempérament, et donc du coup la série vient rajouter un sort de point d'honneur sur qui est Sattler et à quel point il est dangereux, nocif, etc. Parce que quand on voit l'évocation de Sattler par Contumace, il est vraiment décrit comme quelqu'un de dangereux, mais de très intelligent, qui a de l'avance sur toute la division scientifique de la DPA. Et vraiment, ça c'est une sorte de mini-hype pour le futur, parce que j'ai aucune idée de
de quoi va être la suite, en fait, de quoi va être fait la suite sur Terre. On voit déjà la créature des champs un peu, etc. Mais je suis convaincu que Boglov et Sattler n'en ont pas fini, il faudra plus pour les détruire, et je pense qu'à chaque fois qu'ils sont repoussés, ils deviennent de plus en plus forts, et Sattler, pour moi, c'est vraiment la menace, parce que là où Boglov, il est intelligent, imprévisible, l'omniscient n'arrive pas à le lire, il est dangereux, il sait servir ses moyens, etc. Sattler, lui, n'a pas d'objectif principal de destruction, ce qu'il veut, c'est simplement ramener sa famille, et donc, vu que ça touche quelque chose d'extrêmement sensible, il est prêt à tout. Il est prêt à s'associer à des gens qui, eux, ont des objectifs de destruction. Et donc, il est extrêmement dangereux, et un duo Sattler-Boglov, qu'on a du coup déjà eu avec le trio, avec Contumace, Mystère Marmottin, est dangereux, et j'ai hâte de voir de quoi va être fait la suite. Voilà. Du coup, ensuite, on arrive sur la fin de la série. Fin de la série, en fait, qui est un sort de gros cliffhanger. Je ne sais pas si ce sera vraiment pour la suite de Talion l'exilé, et c'est là où il y a des questions à se poser, justement, parce qu'on sait qu'ensuite, dans le Mystère Marmottin, Talion reconnaît Bennett, connaît ses parents, etc., etc., alors que là, comment il s'appelle ? Cornelius, tu en parles ? Non. Donc, est-ce qu'il l'a su plus tard ? Est-ce qu'ils l'ont dit qu'une partie de la vérité quand ils ont appris qu'il y avait le fils Bennett sur Terre ? Est-ce qu'ils l'ont dit toute la vérité ? Ma théorie à moi, on le verra dans les prochaines saisons, c'est que je pense que... alors, je pourrais pas dire du tout ce qui s'est passé en Negadia. J'ai des idées, j'ai des choses comme ça, mais pas assez de fondement, pas assez de quoi que ce soit. Mais là, je pense que dans les prochaines saisons de Talion l'exilé, ou la prochaine saison, selon comment Superflame organisera ça, Talion apprendra l'existence des Bennett, qu'il a été pote avec le père Bennett, avec la mère Bennett, que les Bennett ont eu un fils qu'il connaît, qu'il est sur Terre, et que maintenant il va devoir rejoindre, etc., etc. Parce qu'il n'est pas retourné en Negadia depuis après le Mystère Marmottin, donc il n'a pas pu aller là-bas pour faire ses propres enquêtes. Donc c'est forcément que la seule source d'informations qu'il a eues, c'est Cornelius et Camélia, ou alors le sortilège d'oubli là que parlait Camélia, qui s'est rompu, un peu rompu, etc. Voilà, donc pour moi ça va être lié à ça, il va en apprendre un peu, mais je pense pas tout, parce que sinon, dans le monde des Gadia, il y a beaucoup d'intrigues qui vont être développées et qui ont à être développées, etc. Et que ce soit la guerre, les choses comme ça, mais une des choses principales, c'est vraiment Talion, son passé, pourquoi, etc., etc. Et je pense que Talion ne sait pas encore tout de lui-même dans Andron et Gadia, donc je pense qu'il ne saura pas tout de lui dans Talion. Par contre, ce qui sera intéressant dans les prochaines saisons de Talion, ce sera d'écouter et de voir du coup ce qu'il apprend à ce moment-là, ce que Cornelius et Camélia lui disent. La fin, donc évidemment incroyable, ça m'a... Au début j'étais fou déjà, et puis là en fait en écoutant encore plus fou, genre quand Cornelius dit Bennett, ça sort de nulle part, et t'es en mode waouh, et j'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer dans le futur. Même si c'est vrai que du coup là, avec les calendriers c'est un peu un piège, parce que ça se passe toujours un an plus tard, et ça se passe toujours à nos périodes à nous. Donc le fait que ça se passe à nos périodes à nous, ça pose pas de problème, mais le fait que ça se passe un an plus tard, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que du coup, là, il y a Andron Negadia qui développe le vide entre le Mystère Marmottin et la cinquième porte. Sauf que du coup, au prochain calendrier, si ça se passe en négadien, on n'aura pas su ce qui se sera passé entre la cinquième porte et le prochain calendrier. Et du coup, Talion l'exilé, lui, il est un peu entre Pic-au-Vent et le Mystère Marmottin, on va dire. Et voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs périodes développées en même temps, beaucoup de flashbacks, et ça, c'est vrai que c'est pas un truc qui me gêne, mais du coup, c'est un truc qui... C'est pas un truc qui me gêne, mais pour moi, c'est quand même un truc qui gêne, parce qu'en fait, du coup, ça empêche de savoir plus la suite. On est un peu sur de la préparation, on laboure le terrain pour quand on reviendra vraiment que sur le présent en Negadia, et que ce sera les gros arcs narratifs égadiens, et que ce sera les grosses intrigues égadiennes. Mais avant ça, il y a beaucoup de préparation, donc moins d'enjeux, parce qu'on sait déjà ce qui va se passer aux étapes clés qui sont les calendriers. Du coup, finalement, le temps de raconter l'histoire d'une année, on a une année qui s'écoule, etc. Et voilà, je ne sais pas ce que Super Flame compte faire de son univers, c'est le seul à savoir, et je lui fais confiance. Comment ça ? Mais par contre, oui, il y a ce truc-là, et du coup, voilà, à voir.
En tout cas, voilà, je tenais juste à préciser que j'utilise beaucoup de termes, c'est bien écrit, etc., etc. C'est propre à moi. C'est propre à ce que moi je trouve bien écrit. C'est propre, quand je dis je lui fais confiance, c'est par rapport à ce que moi j'aime du SSU. Et comment dire, prenons cet exemple-là de confiance, quand je dis je fais confiance à Superflame, c'est pas une question de il va répondre aux attentes objectives. Non, je sais qu'il sait ce qu'il veut faire et que ce qu'il va faire va forcément me plaire parce que tant qu'il aime écrire ce qu'il fait et qu'il raconte l'histoire qu'il a envie de raconter, ça me plaira. Ensuite, je pourrais redire des choses sur la forme, sur le fond, etc. Mais ça me plaira, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais tout cet avis-là, il est propre au mien. Et d'ailleurs, le but de base du format, qui s'appelle TZID, c'est normalement que moi, je bois mon petit thé, je vous raconte mon histoire, et puis ensuite, vous me dites en commentaire ce que vous pensez, et je réagis à vos commentaires, et on en discute. Et c'est vraiment un sort de format de taverne, quoi. On discute table ouverte, et table ouverte, ça veut rien dire, mais bon, vous m'avez compris. Et voilà, on discute de tout ça. Et ça reste que mon avis, il n'est pas objectif, c'est sur mes critères et j'ai aucune leçon à donner ni au SSU, ni à Superflame, ni à vous, ni à personne, c'est que mes appréciations et ça regarde que moi. J'utilise des termes objectifs parce que c'est plus simple pour la vidéo, que j'ai pas envie de prendre des pincettes à chaque fois, mais ça voilà, je le dis là, je sais pas si je le redirai parce que je pense que c'est bon quoi, mais je veux le dire au moins une fois, ça regarde que moi et c'est mon avis personnel, voilà. On arrive donc à la fin de cette idée. Donc c'est bien une bonne idée de prendre un thé parce que j'ai très soif à force de parler autant. Hein. J'espère du coup que la vidéo aura quand même été agréable à regarder, même si ce sera pas tellement le format que j'imaginais. Voilà, vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur Talion l'exilé. N'hésitez pas à me donner vos théories sur la suite. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur la vidéo en elle-même. On se retrouve bientôt, alors petite période d'inactivité pendant une semaine pour raison de vacances, mais à mon retour je reviens, bah oui c'est normal qu'à mon retour je revienne, et quand je reviens je m'y mets à fond et voilà ce qu'on a discuté sur cette semaine chez l'Omniscient va entrer en action et voilà, les TZID vont succéder, les mon avis sûr vont se succéder. J'ai déjà quelques idées de vidéos un peu autres à préparer, style des top 5 de personnages à revoir, des choses comme ça. Les choses se positionnent bien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez connaître plus sur la chaîne et que vous êtes nouveau. Et puis voilà, bah écoutez, profitez bien du SSU. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, à la prochaine.